Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de sujets. Parmi ceux-ci, comment aborder la question sur le statut vaccinal de nos proches. C'est la thématique de notre chronique avec notre experte Julie Blecomo. Et on va parler aussi avec un professeur de l'Université Saint-Paul à propos de l'école des conflits. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Luc Anger, qui est le vice-président de l'Association des professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa. Et ce matin, avant de rentrer dans notre grosse thématique, j'ai envie de vous poser la question de savoir à quoi sert cette association-là et depuis quand qu'est-ce qu'elle existe? Bien, l'association, dans un sens, elle est on milite et on représente les profs à temps partiel qui représentent aussi à peu près 60% des cours que l'on donne à l'université. Okay. Alors, il y a 7 facultés à peu près. Et puis, on représente, là, depuis, je dirais, des décennies, au-delà de peut-être, 1200 jusqu'à 1700 à temps partiel. Alors, c'est notre rôle. Convention collective avec l'employeur, nécessairement. Mais c'est notre rôle de faire en sorte que nous devenons là un petit peu les chiens de garde de cette convention. Et c'est juste pour vous dire également que nous sommes en renouvellement de cette convention cette année. J'ai juste envie de savoir aussi comment est-ce que la pandémie elle a affecté les professeurs qui travaillaient à temps partiel. Ben, c'est-à-dire que pour certains profs, certains de mes collègues, la pandémie a certainement affecté quand même pas mal de personnes, de nos membres. Parce que du jour au lendemain, si vous vous souvenez, on était obligé de un petit peu où est-ce qu'on avait des cours en présentiel, c'est-à-dire avec les étudiants présents dans une salle de classe, pour subitement nous aviser qu'on devrait être en ligne. Bon, il y a certains de collègues qui étaient habitués à cet enseignement qui se faisait déjà en ligne. On a été une des premières universités qui a fait pas mal de cours en ligne. Mais pour certains qui étaient habitués à faire des cours en présentiel, c'est-à-dire en salle de classe en présence avec les étudiants, de subitement là, se transposer en prof en ligne, bien nécessairement nécessiter de la formation, nécessiter un certain temps d'ajustement. Oui. Alors, pour certains, c'était très, très difficile. Moi, je peux imaginer ça, mais il faut voir que ça va faire bientôt, je vais dire, une année et demie qu'on est lancé dans cette forme de virtuel là, un peu partout, comme vous le voyez en ce moment. Nous, on a la télé, mais vous êtes en virtuel. Je me dis que 60% des professeurs sont à temps partiel à l'Université d'Ottawa. C'est déjà une grosse marge. Et donc, si ils ont eu des difficultés à s'accommoder au virtuel, comment vous les avez aidés en tant qu'association? Ben, c'est-à-dire qu'on a un service professionnel ici, à l'université, qui donne l'action dans tout ce qu'on appelle le virtuel. Alors là, il y a eu des formations qui ont été données. On a demandé aussi à ce que ces formations-là soient beaucoup plus axées vers la transition du présentiel en ligne. Alors, de cette façon, on a accordé beaucoup de prestations de services à ceux qui en avaient besoin. Et ça a été recommandé, ça a même été accepté. Et on a vu aussi que les fonds devenaient beaucoup plus techniques, beaucoup plus vastes aussi, parce que les sujets sont énormes. Les applications aussi, d'ailleurs, sont également là considérables. Et le fait aussi qu'on a demandé soit des formations rémunérées, et ce que l'université a accepté.
On est content d'entendre cette nouvelle-là. Aujourd'hui, pour un peu lancer le drapeau de notre thématique, c'est vraiment pas seulement de parler de l'association, mais on vient parler de ce nouveau mode de transmission de cours là, qui est de donner de manière bimodale. Je pense qu'il y a une petite problématique entre Griffe avec l'Université d'Ottawa et c'est ce pourquoi aujourd'hui on va se parler. Après la pause, je pense que vous ne serez pas seul, vous serez avec un de vos étudiants. Fait qu'on va prendre une toute petite pause et juste après, on va discuter plein fouet de ce sujet-là. Je vais demander aux gens qui nous regardent en ce moment à la maison de regarder le www.aptpuo.ca, qui est le site web de l'Association des professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir à ce sujet-là. On prend une pause et juste après, on va rentrer en plein fouet dans ce sujet. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous accueillons Élise Doucette, un membre des Guides du Canada. Nous avons parlé du camping, des activités à faire, comment faire des feux et quoi ne pas faire en camping. Ensuite, nous écoutons des reportages d'étudiants en journalisme à la Cité. Soyez des nôtres. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi sur mon plateau virtuel Véronique Soucy et on parle du landscape changeant du marketing. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec M. Luc Anger, vice-président de l'Association des professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa. Il n'est pas seul, il est avec Arman, un de ses étudiants. Et M. Anger, avant de laisser la parole à Arman, on va parler de l'enseignement bimodal. On a parlé de ça tantôt dans le premier bloc. Vous me disiez que vous avez accompagné les professeurs à entrer dans ce mode d'enseignement-là, mais il s'avère que l'Université d'Ottawa n'est pas encore très à l'aise à faire entrer ce mode-là en vigueur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'université, dès cet automne, a mis en vigueur cette approche-là, qui est une approche que je dirais très expérientielle. C'est-à-dire que, oui, il y a certaines universités qui l'utilisent, mais pas dans les mêmes conditions que nous. C'est-à-dire que la formation, premièrement, la définition d'un cours bimodal, la voici. C'est que vous avez dans la salle de classe des étudiants qui sont en présence avec vous dans la salle de classe et vous avez également des étudiants qui sont en ligne, alors qui regardent là, via une caméra et qui suivent le même cours. Alors, le prof, lui, est comme... Il y a deux clientèles, c'est-à-dire c'est toujours la même clientèle étudiante, mais il s'adresse à des étudiants en classe et il s'adresse à des étudiants en ligne. Alors, c'est une autre dynamique, c'est un autre défi qui vient se mettre là sur la table. Et là, il faut dire que les formations qu'on a reçues, qui étaient quand même des formations, je vous dirais, très, très rapides, là, au mois d'août, pendant le mois d'août, qui sont vraiment des formations. Il y a des formations variées que l'on reçoit, mais c'est seulement des formations d'à peu près 40 minutes. Tandis que dans d'autres universités,
tout l'aspect technique, tout l'aspect technologique, ben, on a le prof qui donne son cours et qui est supposé, dans un sens, de faire cela, tandis que quelqu'un vérifie à ce que les actes techniques soient couverts. Alors, nous, c'est pas la même chose. Là. On est pris à faire deux choses en même temps. Donner notre cours, bien sûr, faire en sorte que le cours soit Vivant. Donné quand l'intérêt des étudiants en classe et en ligne. Alors, des fois, ça fait une double préparation qu'on a besoin de faire. Définitivement. Alors ça, nos membres ne sont certainement pas habitués à ça. Et pire que ça, je vous dirais, parce que pour donner les cours bimodaux, bien, il faut avoir la présence d'une caméra. Alors moi, j'en suis parce que je n'ai deux cours bimodaux. J'ai un cours qui se donne à la fois en classe, une partie qui se donne au gymnase. Mais au gymnase, on n'a pas pensé à justement faire en sorte qu'on puisse installer les caméras avant. Alors voici qu'est-ce qui se passe. Quand moi je suis au gymnase pendant une partie de ma classe, bien, je dois demander aux étudiants de se brancher via leur téléphone sur Zoom pour qu'ils puissent me capter. Alors ça fait un angle, disons, du gymnase qui est couvert. Et moi, je dois prendre mon portable, me brancher sur Zoom également et faire en sorte que je donne un autre angle. Alors ça, là, ça devient l'UFOC. Moi, je pense sérieusement que la qualité de l'éducation que l'on donne à nos étudiants ben, est compromise dans un certain sens. Si je n'avais pas des étudiants qui sont collaboratifs, coopératifs, ben, je me retrouverais dans une position quand même assez fâcheuse. Et c'est la même chose pour certains de mes collègues qui enseignent les sciences. Dans les laboratoires de sciences, il n'y a pas de caméra. Wow. Alors, vous savez, lorsqu'on veut mettre en place une méthode qui va s'avérer une méthode où est-ce qu'on va avoir un degré de réussite, je ne dis pas là jusqu'à 100%, mais quand même un bon degré de réussite, bien, il faut mettre les choses en place et des choses essentielles comme des caméras dans des endroits où est-ce que les cours bimodaux ben, vont se donner. Et là, je pense que l'université a manqué dans certaines choses. Et puis, en même temps qu'on est en train de parler du fait que les professeurs doivent se donner beaucoup, il y a quelque chose qui me vient en tête. On a vraiment salué la bravoure des professeurs durant toute la pandémie, mais ce que vous venez de mentionner, c'est très intéressant et très important. Le professeur, là, oui, en format bimodal, enseignement bimodal, il y a des étudiants en classe, il faut qu'ils captivent leur attention, mais aussi ceux qui sont en ligne. Donc, ça fait deux énergies différentes qu'il est obligé de faire sortir de lui-même pour apporter, je vais dire, le meilleur de son cours. Ça doit être assez compliqué. Maintenant qu'on parle du fait qu'il n'y ait pas de système technique déjà préparé pour vous, c'est un gros défi. Et qu'est-ce que vous avez fait, vous, à l'association, pour approcher l'université, pour leur dire, écoutez, nous, ça ne fonctionne pas vraiment pour cette nouvelle année? Bien, c'est-à-dire qu'en ce moment, vu que les cours bimodaux, hein, on est en plein dedans, là, on est pendant cette phase-là, mais ça demeure toujours, puis je le répète, une phase qui est très expérimentale. Bien, c'est comme, pour les étudiants, c'est comme une session sacrifiée, je dirais. Et c'est sûr qu'on a approché l'université. Moi-même, nous avons parlé en tant que conseil d'administration de la PTPUO et nous avons rencontré les administrateurs, mais j'ai l'impression qu'ils sont tellement débordés. Oui, il y en a pour certains que ça fonctionne, mais il y en a pour d'autres membres que ça fonctionne plus ou moins. Et vous savez que, bon, nous, on a des ressources techniques. Alors, ça serait un petit peu ridicule de vous dire qu'on n'en a pas. Oui, on est bien appuyé, mais c'est le fait que lorsqu'on appelle, parce que moi-même, je l'ai fait à quelques occasions, pour des rectitudes au point de vue technologique, ben j'attendais au téléphone là, pendant peut-être là, 5, 10, 15 minutes. Et encore là, c'était les étudiants qui, par leur connaissance, des fois, ils ont des connaissances beaucoup plus spécifiques que nous en termes de technologie, qui venaient régler mon problème. Okay.
Alors, il y a de quoi dire, là. Vous avez un étudiant... C'est pas vraiment conforme à ce qu'on s'attendait. Vous avez un étudiant avec vous. Armand, on veut avoir ton avis sur la question. Comment tu te sens à l'aise avec ce type d'enseignement? Oui, alors en tant que représentant du syndicat étudiant, on voit que la qualité de notre éducation a diminué à cause des cours bimodaux. Les étudiants, ils ont au sentiment que la qualité de leur éducation n'est pas aussi augmentée qu'ils ont expecté à l'université. Et donc, beaucoup des étudiants souhaiteraient que leurs professeurs soient plus soutenus. Il y a des professeurs qui ne sont pas beaucoup à l'aise avec la technologie. Et donc, si les professeurs sont plus soutenus, on a l'éducation et il y a l'apprentissage qui est plus homogène comparé à l'éducation qu'on reçoit maintenant qui, par la vie des étudiants, c'est beaucoup plus diminué en qualité. En tout cas, Armand, merci beaucoup pour ton intervention et puis merci de travailler main en main avec le vice-président et puis toute l'association. Merci à vous deux et on espère avoir de nouvelles de vous dans bien des mois, en tout cas. Merci. Merci. Alors, pour d'autres à la maison, pour suivre le développement de tout ce qui est en train de se passer à l'Université d'Ottawa, www.aptpuo.ca. C'est le site web de l'Association des professeurs à temps partiel de l'Université d'Ottawa. On va prendre une pause et juste après, je parle avec M. Jean-François Rioux de l'Université Saint-Paul. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge, gribouillée sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon style souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mais lapsus me consume. Erreur et lapsus, obtus et confus de cette peur préconçue. Mais lapsus me consume. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu, un jeu de mots et qu'à cela ne tienne. Confus, à ton insu, mais remords et tangue. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bain, ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle, encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit, et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume, si à toi je... De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je parle maintenant avec le professeur Jean-François Rioux, qui est professeur agrégé de l'École d'études en conflit à l'Université Saint-Paul. Et ce matin, on va parler de deux de vos merveilleux programmes. Le premier, c'est le certificat en résolution de conflits. C'est quoi comme programme, ce certificat? Oui, c'est un programme qui aide les gens à acquérir des habilités en résolution de conflits. Lorsqu'on regarde dans le monde moderne, la résolution de conflits, c'est devenu quelque chose qui est très important dans les organisations, les institutions, le gouvernement local, les grandes compagnies. Les gens cherchent à obtenir une résolution de conflit sans avoir à passer par les tribunaux tout le temps, puis essayer de faire des procédures légales qui sont très chères, très longues et puis très traumatisantes parfois. Les gens cherchent des moyens de résoudre les conflits d'une façon qu'on dirait informelle, par la négociation, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, etc. Et
notre programme, notre certificat vise à ceux qui veulent acquérir ces bases et, par exemple, des gens qui travaillent dans les organismes publics ou parapublics et qui aimeraient se destiner à une carrière ou à entreprendre une démarche dans ce domaine-là. Il y a énormément de résolutions informelles qui se fait, par exemple, dans le gouvernement fédéral, provincial, et les gens cherchent à acquérir justement cette capacité. Et on leur offre un certificat de 30 crédits, c'est-à-dire c'est une dizaine de cours. Il peut se faire sur une période de 2 ans, 3 ans, dépendant là, des gens. Et ce certificat se fait très bien à temps partiel avec des cours de soir, des cours en ligne, bien sûr, dans la situation actuelle dont vous parliez tout à l'heure. Et ces cours-là, donc, permettent à donner à des gens qui ont une formation générale ou une formation dans un autre domaine suffisamment de capacité d'intervention pour leur permettre justement d'entreprendre une carrière dans ce domaine. Au moins des gens qui sont déjà, par exemple, placés dans des organisations. Vous avez parlé de résolution de conflits de manière informelle, ce qu'on voit de plus en plus dernièrement. Vous avez évoqué un peu le volet du fédéral. Et si on parle dans ce volet-là, on se rend compte que le Canada a eu un problème de conflit, on va dire, de résolution de conflit avec la Chine concernant Huawei. Qu'est-ce que vous, en tant que professeur, quel est le regard que vous jetez sur cette situation-là assez délicate? Oui, en fait, c'est quand même un problème diplomatique de niveau très élevé. Oui. Hein? Et à ce niveau-là, les informations ne sont pas toujours accessibles. Les gens font des négociations secrètes, il faut le dire. C'est pas du secret dans le sens de cacher des choses au monde, mais c'est dans le sens de éviter là, qu'il y ait des fausses informations, des fausses rumeurs qui sortent qui pourraient aggraver la situation. Donc, en diplomatie, à ce niveau-là, on négocie de façon très, très discrète. Et puis, on n'est pas tellement au courant de ce qui se passe. Et moi, comme chercheur, je ne peux pas vraiment vous dire. Mais c'est sûr que la diplomatie, c'est une forme de résolution de conflit, parce que c'est ce qui sert à développer des relations pacifiques entre les États. Et la diplomatie a été utilisée comme ça depuis les anciens Égyptiens, puis les Grecs, et tout ça, comme une façon, justement, de résoudre toutes sortes de problèmes. Et on est obligé de faire ça, effectivement, avec la Chine. Il y a des choses très peu diplomatiques qui se sont passées, on comprend, là, et je ne vais pas revenir là-dessus, mais il reste pareil que c'est la diplomatie qui va permettre, enfin, de trouver peut-être pas des solutions, là, des fois, il ne faut pas être naïf, mais au moins des arrangements, des accommodements pour quand même que d'autres relations, comme les relations commerciales ou les relations familiales, le tourisme, etc., puissent continuer. Quand on parle de résolution de conflits, là, pour ma part, j'ai longtemps pensé que ça prenait que de la diplomatie. Mais en regardant un peu le descriptif des différents programmes dont on va parler aujourd'hui, mais on se rend compte que c'est pas que de la diplomatie et c'est pas réservé à un certain niveau, comme on va dire, aux gens qui travaillent dans le public ou même dans le fédéral. Ça peut être dans notre environnement à nous. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Notre programme, ce qui le distingue d'autres programmes dans le domaine, c'est qu'on étudie la résolution des conflits, nous, on dit tout le temps, à 3 niveaux. Niveau international, comme vous avez dit, mais aussi le niveau national. Pensons à la question des Premières Nations, dont on a tellement parlé récemment, ou au niveau local. Ça peut être dans des administrations, des lieux de travail, des municipalités. Alors, on permet aux gens, on veut offrir aux gens une formation qui leur permette d'évoluer à différents niveaux, dans différents contextes. Et le contexte diplomatique, bien sûr, il est très important, large. Mais c'est aussi c'est très large et puis des fois, c'est difficile à atteindre. Hein, c'est niveau le haut niveau, là. Des fois, c'est un peu difficile à atteindre, mais les gens font une différence dans des milieux de travail, des organisations, des familles même, en pratiquant la résolution des conflits. Et c'est quelque chose qui bien sûr, la diplomatie, c'est un aspect important, mais
c'est un ensemble de processus. Et puis, il y a des processus, des fois, c'est par exemple aider un groupe à fonctionner. Un groupe où il y a des conflits. Tu sais, des travailleurs, par exemple, ils s'entendent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ce groupe? Ou une personne qui est en conflit personnel dans une organisation. Comment on peut aider cette personne-là à au moins gérer le conflit? Comment aider les gestionnaires à faire face à des conflits entre leurs employés? C'est un ensemble de formations complémentaires qui inclut la négociation, la médiation, le dialogue, juste avoir un bon dialogue bien organisé entre des personnes, les processus de groupe, comme j'ai dit, pour aider les groupes. On a donc un ensemble de méthodes et puis d'approches qui permettent là, de traiter de beaucoup de conflits dans différents milieux. Alors, le certificat en résolution de conflits, vous l'avez mentionné, c'est possible de le faire sur 2 années, de le faire sur 3 années. C'est un programme qui se donne à temps partiel, exclusivement, si je ne me trompe pas. Alors, je veux juste savoir combien d'heures de cours que les gens vont faire. Bien, c'est une dizaine de cours et puis chaque cours, c'est 36 heures, 36 heures. En tout, là, un cours universitaire. Mais ça, c'est des cours c'est des cours tels qu'ils sont offerts, mais il y a toutes les lectures à faire, puis le travail, les essais, les examens. C'est quand même un programme d'université. Ça équivaut finalement à 1 année d'université. C'est comme si vous devez faire 1 année d'université, mais vous pouvez le faire en 2 ans ou en 3 ans, dépendant de vos capacités, puis de votre temps, et puis de votre famille et tout ça. Mais c'est quelque chose qui est quand même un bon fond pour quelqu'un qui veut pratiquer ça. Parce que ce que les gens se sont rendus compte il y a quelques années, quand, par exemple, le gouvernement fédéral, vous en avez parlé tantôt, quand au fédéral, on a décidé de créer des boîtes de médiation dans chaque ministère, dans chaque agence, dans chaque bureau, les gens qui ont été engagés au début, ils ne connaissaient pas grand-chose à la médiation, à la négociation, puis tout ça. Et il y a bien des gens qui ont été obligés de se former en vitesse, de trouver des petits cours, des petites formations en vitesse. Nous, ce qu'on dit, vous avez une autre option, c'est de faire l'équivalent d'une année universitaire dans ce domaine-là, avec des cours bien organisés, bien structurés, des exercices pratiques, des jeux de rôle, des simulations, et puis des lectures appropriées, avec des bonnes études de cas et tout ça. Alors, c'est quand même un programme qui répond aux besoins de beaucoup de personnes qui voudraient entreprendre un changement de carrière ou une modification, puis aller dans ces bureaux de médiation, mais pas seulement dans les bureaux de médiation. On peut penser que les gens vont travailler aussi dans les ressources humaines, les syndicats, les gens peuvent travailler aussi dans d'autres bureaux, par exemple les bureaux d'ombudsman. Ça aussi, les bureaux d'ombudsman, c'est de la prévention de conflits, c'est de la gestion de conflits aussi. Puis les bureaux d'ombudsman, ça s'est tellement développé depuis quelques années. Il y en a, c'est comme les bureaux de médiation, il y en a dans chaque ministère du gouvernement fédéral, il y en a partout dans les grandes administrations, les villes, les hôpitaux, partout, hein. Alors, c'est des domaines où on a besoin de monde qui est un petit peu mieux formé, disons, qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, lorsque les premières personnes ont été engagées dans ces domaines, ils n'étaient pas toujours bien formés. Mais là, maintenant, on a la chance d'avoir des programmes comme ça qui vont donner un personnel un petit peu plus expérimenté. Définitivement. On va prendre une pause avec vous et quand on revient de la pause, on va parler du deuxième programme d'aujourd'hui qui est le développement des habiletés en résolution de conflits. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai menti à la lune, j'ai couru après les mots et j'ai menti à ma plume. J'ai mis mon cœur sous les ciseaux et ma tête sur l'enclume entre le feu et mon marteau. Je me suis forgé un costume.
entre les pétales et la rose. La tige et la racine se cachent les secrets de l'amour. Quelque part en plus c'était la date autour du soleil. Et plus ça change, plus c'est pareil. La tête me tourne, il y a une toune qui me pousse entre les deux oreilles. Que je fasse la guerre ou que je fasse l'amour, que je presse contre le pour, que je pogne la route ou que je pogne la trail en bowling, tous les chemins se mettent. Le poignet sur le chemin du doute avec un flat sur la conscience. La mise à plein les bras puis les yeux plus gros que la... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec M. Jean-François Rioux, professeur agrégé de l'École d'études de conflits à l'Université Saint-Paul, et on parle de notre deuxième programme qui est le micro-programme Développement des habiletés en résolution de conflits. Première question pour vous, c'est quoi la différence avec le certificat de conflit dont on parlait tantôt? La différence, c'est que le micro-programme, c'est pas un programme indépendant, autonome. C'est un programme qui peut être relié à un autre programme d'études, qui doit être relié à un autre programme d'études. Par exemple, quelqu'un qui fait un bac en résolution de conflits ou un bac dans un autre domaine, par exemple à l'Université Saint-Paul, quelqu'un peut faire un bac en communication sociale ou un bac en counseling. Et ces gens-là peuvent prendre un certain nombre de cours d'habileté, des cours de résolution de conflits chez nous et recevoir une mention sur leur diplôme qui dit « l'étudiant a fait 6 cours d'habileté avec qui comprennent 118 heures de pratique et cela constitue un petit micro-programme en résolution de conflits. » Alors, ça revient à dire que quelqu'un qui prend un bac dans une discipline, chez nous, à l'Université Saint-Paul, peut toujours prendre 6 cours, par exemple des cours optionnels qu'ils ont dans leur programme, des cours hors programme. Tout le monde, tous les programmes ont ça, tous les diplômes ont ça. Alors, ils viennent les prendre chez nous et ils ont une mention, l'étudiant a acquis une capacité de base en résolution de conflits. Alors ça, c'est une autre façon de présenter, par exemple, à un employeur qu'on a au moins acquis les bases. C'est qu'on ne part pas de rien, on a quand même 6 cours dans ce domaine. C'est moins qu'un certificat. Le certificat, c'est 10 cours. C'est 10 cours, oui. Et puis, c'est un diplôme en soi, le certificat, là. Mais ce micro-programme vient s'ajouter à un baccalauréat qu'un étudiant peut acquérir, et ça lui donne un petit avantage. Parce que l'étudiant a un baccalauréat, mais en plus, il y a une mention qu'il a fait des cours pratiques en résolution de conflits. Alors, un employeur peut voir ça et dire « Ah, ben lui, il a une bonne formation, il a des bonnes notes. » Puis en plus, il a fait un petit diplôme en résolution de conflits. Et ça peut être utile dans une équipe de travail, ça. Non. Alors, c'est ça qu'on essaye de donner aux étudiants qui font un diplôme à l'Université Saint-Paul. Cette petite mention, qui est quand même intéressante, peut être obtenue grâce à 6 cours de résolution de conflits. 3 cours obligatoires, puis 3 cours sont optionnels là, parmi nos choix de cours. Les gens peuvent les prendre en français comme en anglais, parce que, comme vous savez, l'Université Saint-Paul est totalement bilingue, et puis les gens peuvent faire un diplôme comme ils le veulent avec les cours dans les 2 langues. Et je n'arrête pas de dire à tous les représentants de l'Université Saint-Paul, et même je l'ai répété à votre rectrice plusieurs fois quand elle est venue à l'émission, j'aime beaucoup vos programmes parce que j'ai l'impression que vous êtes tout le temps en train d'actualiser les programmes que vous avez chez vous, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure dans le premier bloc, ce que vous offrez, par exemple, dans le certificat de conflit et même dans le micro-programme développement des habiletés en résolution de conflits, c'est pour que l'étudiant, en sortant avec son diplôme, là, il soit prêt à toute éventualité, parce que les manières de fonctionner d'avant ne sont plus les manières de fonctionner maintenant, surtout après une pandémie. Il y a ça aussi. Mais je suis content que vous dites ça, parce que vraiment,
enfin, la rectrice, elle vous a bien parlé de ça, puis c'est une personne qui est vraiment très, très éloquente. Mais c'est vrai, par exemple. Moi, je dis ça comme directeur du programme depuis des années. Là. On fait constamment des ajustements de programme. Par exemple, on a créé des cours, il y a quelques années, on a ajouté 2 cours optionnels. Je suis allé voir des fonctionnaires, là, par exemple, au gouvernement, puis des gens qui engagent des étudiants, de nos étudiants, qui engagent des gens en résolution de conflits. Puis là, on s'est parlé, puis dans votre programme, il manque des cours là-dessus, peut-être les étudiants pourraient acquérir. Alors, moi, j'ai vu ça. Alors, je suis allé avec mon groupe de professeurs, j'ai dit, je pense que c'est le temps de créer 2 cours, parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas abordés dans notre programme, puis les gens qui sont des professionnels dans le domaine me disent, ça devrait être traité. C'est des professeurs comme ça dont on a besoin. La même chose. Ben, c'est ça, tu sais, puis il faut ajuster les programmes continuellement. Présentement, par exemple, on est en révision de programme. Les grandes révisions cycliques où on regarde ce qu'on a fait, où on s'en va, c'est quoi les points positifs et négatifs. Je regarde tous les changements qu'on a fait à notre programme depuis 7-8 ans. Là. Il y a toute une liste, là, puis il faut retracer ça. On a modifié tel cours, on a ajouté tel cours, on a enlevé tel cours. Il faut que ça soit toujours vivant, toujours en évolution, un programme d'études. Puis ça, je pense qu'on le fait parce que nous, quand même, notre programme de conflit, c'est pas très gros. On est une dizaine de profs, mais une dizaine de profs qui sont vraiment consacrés à cette école, qui font pas des cours trop partout. Là. Ça peut arriver une fois de temps en temps, là, mais qui sont vraiment concentrés sur le travail chez nous et qui participent. Et puis, c'est ce qu'il faut faire. Avec la pandémie, il va y avoir des ajustements. La pandémie, par exemple, ça force à faire des consultations en ligne. Hein. Vous avez parlé de ça tout à l'heure, la télé, on fait de la télé en ligne. Autrefois, j'allais au studio Rogers, mais maintenant, on fait ça en ligne. Hein. Je veux dire, on est tous en train de s'adapter. Et ceux qui font de la résolution de conflits maintenant, ils font ça en ligne. Ils vont parler à leur groupe ou à leur client ou à quelque chose. Et puis, il faut qu'ils apprennent à le faire comme ça. Ouais. Remarque que ça se faisait déjà beaucoup. Par exemple, au gouvernement fédéral, des fois, il faut qu'ils appellent un employé fédéral à Vancouver. Ils ne vont pas le faire venir en avion à Ottawa. Ils faisaient déjà ça en Zoom. Mais maintenant, ça se généralise. Ouais. Et ça, dans l'enseignement, on est obligé de le faire. C'est sûr qu'on essaye de donner encore des cours en personne, même présentement. On a des cours en personne. Mais on a une section en ligne. Ceux qui ne sont pas prêts à venir en personne encore, ils peuvent venir en ligne. Et puis, c'est correct. Merci beaucoup, professeur Yo. J'aurais voulu vous garder pendant longtemps, mais j'espère vous revoir pour parler d'un autre de vos programmes, là, parce que c'est très intéressant de discuter avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, madame. Vous êtes bien gentille. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à ces 2 programmes, le certificat en résolution de conflits et le micro-programme développement des habiletés en résolution de conflits, ça sera au www.ustpol.ca. On va prendre une pause et juste après, vous savez avec moi que parler du statut vaccinal de quelqu'un, c'est assez tabou en ce moment, mais notre spécialiste Julie Blecomo sera avec nous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sacha assombrir les beaux yeux de l'horizon. Oh. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. Promesse de voyous et foi de canaille, j'allume des feux de paille un peu partout. La maladresse des premières fois et le bon feu de la paresse. Quand le poignard de l'île
perd le fil sur des rochers trop durs. À cette heure porcelaine de China crève les yeux des... Parler du statut vaccinal de nos proches, ça devient un peu inconfortable en ce moment. Et heureusement que notre spécialiste de l'étiquette est avec nous, Julie Blécomo, avec qui on va parler des bons mots et des bons gestes à avoir pour ne frustrer personne, parce qu'on ne veut pas frustrer. Bonjour Claude-André. Bonjour Julie. C'est vrai qu'en ce moment-là, qu'on vient avec moi, que c'est assez malaisant de demander à quelqu'un, écoute, est-ce que tu es vacciné? Oui, bien, c'est malaisant, puis en même temps, il y a une grande responsabilité avec ça, oui. Claude-André. On n'a rien qu'à penser, là, tout ce qui s'en vient, là, la transition, le mouvement vers le retour au bureau, puis en studio, je l'espère très, très bientôt. Tout ça, le fait que ce genre de questions-là, ça va se faire poser. Puis on le voit en action en ce moment à Ottawa, à Gatineau, le passeport vaccinal, oui. Le code QR à certains endroits. Alors, tout ça est en évolution. Puis, aussi, on l'a vu, pendant la pandémie, ça a créé tellement de controverses. Pandémie, pas pandémie, vaccin, pas vaccin. Alors oui, je pense que aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu dirais? Là, moi, je vais t'écouter. On va proposer des scénarios à nos téléspectateurs. Puis comme tu l'as si bien dit, on va les encadrer. On va essayer de les, entre guillemets, scripter avec des bons mots ou des gestes quand c'est le bon moment. Et c'est ce que j'aime aussi avec tes blogs. Qu'est-ce que tu écris sur ton site web? On peut avoir ça gratuitement en ligne sur ton site web. C'est que tu nous montres vraiment des cas de figure qu'on a l'habitude de voir tout le temps. Et le premier cas de figure que je vais te soumettre, c'est puis-je exiger de mes invités d'être vaccinés, surtout quand on sait que l'action de grâce s'en vient bientôt. Oui, bien, chez toi, tu es roi. Alors, c'est à toi de décider. Mais première chose, il faudrait que les adultes, les membres du couple, soient d'accord. Parce que tu as parlé de controverses, mais là, il pourrait y avoir de la chicane si les deux ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, chez toi, tu es roi. Alors, tu pourrais décider de, oui, effectivement, on reçoit pour l'Action de grâce. Puis là, on voit, là, il y a un mouvement à la hausse au niveau du nombre dans les rassemblements. Alors, on s'informe, on va suivre exactement les consignes, les précautions pandémiques qui sont en place pour les rassemblements, les réunions. Puis après, Claude-André, quand on a fait cette décision-là de l'exiger, on va le laisser savoir à l'avance à nos invités. Parce que le malaise pourrait se créer, tu arrives à ma porte, je t'ai invité, puis là je dis « Ah, est-ce que je peux voir... ton passeport vaccinal, combien de fois tu as été vacciné, quel vaccin as-tu? » Alors, pour éviter tous ces malaises-là, ce qu'on va faire, on va l'annoncer à l'avance au départ. OK. Est-ce qu'on l'annonce là, en tout cas, dépendamment de comment vous invitez vos personnes, par courriel, par message, combien de temps tu penses qu'on devrait informer les gens à l'avance de savoir qu'on va demander pour le passeport vaccinal? Moi, j'adore ta question. Tu sais, on va le faire à l'avance, on va se donner comme une bonne semaine. Puis ma recommandation est vraiment de le faire au téléphone. Puis il y en a qui vont dire, mon Dieu Seigneur, c'est rare, j'utilise le téléphone, je fais texto d'habitude, courriel, ou quand on avait des gros rassemblements. Il y en a aussi qui vont peut-être décider de le faire sur quelque chose. Il y en a, tu sais, qui ont des clavardages sur Viber, Messenger, tout ça, là, des groupes de discussion. La raison pour laquelle je privilégie le téléphone, c'est qu'on va pouvoir le faire, on va pouvoir nous prendre notre temps, puis des fois même se mettre debout au téléphone quand on est dans une situation qui est plus difficile, ça va aider à nous garder, comme j'aime dire, grounded, où est-ce qu'on peut être là, vraiment là, stable, puis en même temps, on va pouvoir entendre dans la voix de l'autre, tu sais, s'il y a une hésitation ou quoi que ce soit. Alors, on fait ça là, 1 à 1. Alors, puis ça serait quelque chose comme bonjour Claude-André, j'ai vraiment hâte de te retrouver, de recevoir l'Action de grâce, c'est ma fête préférée. Puis il y a longtemps que j'ai fait ma dinde, alors j'ai très hâte, merci de venir.
Puis là, je pourrais dire quelque chose comme mon mari et moi, ou mon conjoint, ma conjointe, ma famille, nous avons décidé que tout le monde, pour ce premier rassemblement, ce première action de grâce post-pandémie ou encore pandémique, qu'on souhaite que tout le monde soit vacciné pour que tous soient en sécurité. Qu'est-ce que tu en penses de quelque chose comme ça? Est-ce que ça se dirait, ça se ferait? Oui, ça pourrait se dire, mais j'imagine déjà pour ceux qui ne sont pas à l'aise, dès qu'on entend une hésitation, on peut tout de suite, comme tu me l'avais appris un jour, essayer de reconforter la personne pour dire qu'on ne veut pas te mettre mal à l'aise, mais c'est ce que nous, on a décidé. Exactement. Mon Dieu, que tu as bien appris tes leçons. Ça me fait plaisir quand mes chroniques servent. Alors oui, effectivement, c'est ce que nous, on a décidé pour s'assurer de la santé, de la sécurité de tout le monde. Puis on peut même rajouter, là, il y a grand-maman qui va être là, il y a la cousine qui n'a pas tellement longtemps, vraiment là, est en rémission de son cancer. On peut dire ça, puis on peut dire aussi, avant même, là, quand on entend là, qu'il y a cette pause qui semble très, très allongée, ben, on pourrait rajouter, on pourrait rajouter quelque chose comme, tu sais, Claude Andréas, si ça ne convient pas pour cette fois-ci, là, on peut peut-être aller prendre une marche ensemble, puis très bientôt, tout ça va évoluer. Oui, comme ça, on calme un peu le stress. OK, j'aime bien ça. Deuxième cas de figure, là, et là, ça m'a fait tellement marrer quand je l'ai lu. Je vais le lire textuellement. 2 membres de ma famille qui seront à ma table pour l'action de grâce ont des opinions très prononcées sur la vaccination. Comment puis-je prévenir une controverse et éviter que les choses s'enveniment pendant le souper? Oui, bien, numéro 1, là, hein, le téléspectateur là, qui a posé cette question-là, là, il connaît son monde. Hein? On connaît notre monde. On sait qui est dans quel clan. C'est comme anciennement, là, qui étaient là, les Canadiens de Montréal, qui étaient les Nordiques, ou même encore maintenant les sénateurs d'Ottawa puis les Leafs de Toronto. Mais là, on connaît notre monde, donc on va avoir de la distanciation. De la distanciation, on en entend parler depuis presque 2 ans, mais là, ça va être une distanciation pour l'harmonie autour de la table. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, on peut très bien, là, quand on reçoit, on l'a dit tout à l'heure, je reçois, chez moi, je suis roi. On peut très bien dire, là, ou mettre, là, moi je suis allée il n'y a pas tellement longtemps, une amie célébrait son anniversaire, puis tu sais, elle avait de genre de in and out, là, où est-ce que les gens pouvaient venir pour respecter le nombre de personnes dans le rassemblement. Okay. Puis elle avait mis une affichette à l'extérieur de chez elle, pas de discussion de COVID-19, de pandémie, de vaccination. Ah! Puis, au début, ça m'a... Puis après ça, j'ai dit, c'est probablement sage. Puis, à coup qu'il y a un désobéissant, ben l'hôtesse peut très bien dire... Vous savez, puis ça, on l'a appris aussi au sein de la chronique, des chroniques entre nous. Vous savez, on pourrait parler, là, vous et moi, là, tellement longtemps là, de pour ou contre la vaccination, mais je vous respecte, vous êtes important pour moi. Alors, si vous voulez bien, on va changer de sujet ou, encore mieux, on va se mettre d'accord d'être en désaccord. D'être en désaccord. Puis, oui, puis comme hôtesse, là, on a une responsabilité, puis c'est peut-être le bon moment de faire, mesdames et messieurs, j'aimerais proposer un toast à cette première réunion. Il y a un certain temps qu'on a été ensemble. Je suis ravie de vous recevoir. On pourrait y aller comme ça. On va s'échapper. Écoute, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et juste après, on va continuer avec nos cas de figure. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on discute toujours avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo, à propos de comment aborder la question sur le statut vaccinal avec nos proches. Et Julie, j'ai encore 2 cas de figure que j'aimerais qu'on discute ensemble. Le premier, c'est comment puis-je décliner de ne pas donner mon statut vaccinal? Ah ah! Ouais, c'est pas évident tout ça, hein? Puis ici, là, la réponse, c'est la même là, que pour toutes les questions qui sont indiscrètes. Puis avant de donner la réponse à ça, Claude Andréa, j'aimerais spécifier ou du moins rappeler à nos téléspectateurs là, que tout ce qui est en lien avec la santé, c'est très profond. Qu'est-ce qu'on va dévoiler ou pas? C'est très profond, c'est en lien avec les valeurs. Et tu sais, Claude Andréa, les valeurs, là, c'est culturel. Puis moi, j'aime bien comparer la culture à un iceberg. Alors, ce que je vois, ce que j'entends, ce qui peut être différent de moi, ça peut me donner des pistes sur une culture différente. Parce qu'une culture, c'est pas un pays d'origine. Mais les valeurs, là, les coutumes, hein, les traditions, là, les croyances, et ça, c'est très, très profond. Donc, il y a des gens, là, le moindrement là, qu'on leur demande là, comment ça va, puis on sait typiquement, les anglo-saxons, c'est « I'm fine, thank you, how are you ». C'est toujours « tout va très bien, madame la marquise hein? ». Quand on parle de santé, donc là, de s'informer d'un statut vaccinal pour des personnes, même s'ils ont été vaccinés, ils sont mal à l'aise. Alors, ce qu'on peut répondre globalement, pour toutes les questions qui sont indiscrètes, là, qui viennent un peu à l'intérieur de notre bulle, on pourrait dire quelque chose comme « Vous savez, je suis une personne assez privée et je préfère garder ça pour moi. » Je suis une personne assez privée et je préfère garder ça pour moi. Puis, si vous allez voir sur mon site web, l'étiquettejulie.com, il y a d'autres façons aussi avec l'humour. Ah, ça, c'est quelque chose d'assez personnel. Vous savez, vous me faites rougir. Alors, un peu d'humour. Il y a différentes façons de le faire. Mais de toute façon, dans certains contextes, il va falloir le dévoiler. Il va falloir le dévoiler. Ouais. En tout cas, il faut trouver la bonne manière de le dire à la personne qui nous demande. Et puis, comme tu l'as dit, on peut retrouver différents cas de figure sur ton site web par rapport à cette question-là. Une autre question que j'aimerais discuter avec toi, et je pense qu'il nous reste 2 minutes et 30 secondes, c'est, ça va faire rire, pardon, mais une amie ne cesse de me taguer sur Facebook lors de sa publication d'articles controversés en lien avec la pandémie de la COVID-19. Je suis tannée. Comment lui demander d'arrêter ça? Ou même de m'envoyer des affaires en privé. Oui, puis là, ça devient tellement exaspérant quand on est tagué là, sur... Alors, qu'est-ce qui arrive quand on tag, hein, c'est quand on fait l'arrobase, puis Claude Andréa, ça veut dire que ce que moi, je suis en train d'écrire, ça va directement sur la page Facebook de Claude Andréa. Puis je cesse pas de faire ce genre de truc-là. Alors, premièrement, ce qui est le plus simple... c'est de retirer son tag et de supprimer la publication. Ça, c'est numéro 1. Il n'y aura pas de controverse, il n'y aura pas même de confrontation. Mais si après un certain temps, là, on vient qu'on n'en peut plus, comme ma mère, elle, ce qui l'agace beaucoup, elle a une amie qui met toujours des choses puis qui la tague en lien avec les chats de son amie. Elle a 2 beaux chats. Mais là, ma mère est tannée parce que sa page à elle n'en a pas de chat. C'est tout ce qu'elle voit tout le temps. Alors, ce qu'il a fallu qu'elle fasse, c'est d'appeler son amie puis de lui dire « J'apprécierais que tu m'envoies des informations en privé puis qu'ensuite, je puisse décider si je veux afficher sur mon mur. » Pas facile, hein? Mais ce sont ça, les bons mots. Alors, on dit vraiment, là, j'ai remarqué que tu es très passionné pour tout ce qui se passe avec la pandémie en ce moment. J'apprécierais que tu puisses valider avec moi avant de m'inclure dans tes publications. Puis, est-ce que ça se pourrait que la personne soit offensée? Oui, mais c'est vraiment, là, c'est ce bout-là. Là. Puis on sait, ça a créé là, des crevasses dans des familles. 15 secondes. Alors... Oui, bien c'est ça. Alors, c'est de prendre le téléphone, de le dire, de l'annoncer. C'est ça qu'il faut faire. Donc, le 1 à 1, là, Julie nous dit que c'est toujours important. Prenez le téléphone, parlez ouvertement avec vos personnes. Julie, je te garde avec moi. On prend une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law. À la prochaine émission, nous allons du côté de la Méditerranée, plus particulièrement en Italie. Nous cuisinerons la pasta alla norma. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Ici Jacqueline Pelletier. Lors de notre prochaine émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec M. Yves Brunet, porteur du VIH, survivant à 3 reprises du sida. Et tout ça, il va nous raconter comment ça l'a propulsé dans de grands projets. Le deuil fait partie de la vie. Parlons-en. Parlons-en, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Avec notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo. Julie, dernière question pour toi. J'ai décidé de ne pas me faire vacciner. Comment puis-je refuser une invitation? Ouais. Ben, premièrement, on va remercier de l'invitation. Merci beaucoup de m'inviter. C'est gentil de m'inclure. Pour cette fois-ci, je vais passer mon tour. Mais j'ai vraiment hâte de te voir. Est-ce qu'on peut peut-être aller prendre une marche? Alors, numéro 1, on remercie. Deuxièmement, on va décliner. On va décliner pour cette fois-ci. Et numéro 3, on propose quelque chose d'autre, une autre option. Alors, ça veut dire qu'on peut ne pas mentionner qu'on n'est pas vacciné et ce n'est pas les affaires des autres. On peut juste dire merci et puis, OK. Oui, puis on peut dire, hein, je ne suis pas encore vaccinée, puis on peut laisser ça comme ça. On a toujours le droit de refuser. On a toujours le droit de refuser. Merci beaucoup, Julie. Refuser de répondre à la question. Il y a des milieux de travail, on ne pourra pas refuser d'être vacciné. C'est vrai. Je te souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup pour ton partage. Et puis, on va inviter les gens à te suivre sur ton site web. Bon week-end. Bon week-end. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir un rapport direct avec notre spécialiste, ça sera www.étiquettejulie.com. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h avec de nouveaux invités super intéressants. Bon week-end à vous. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers, Ottawa.